Table ronde importante, puisqu'en fait, c'est eh bien pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite? Pourquoi les choses ne se mettent pas en place plus vite? Et on a choisi arbitrairement de prendre 3 domaines. Le domaine des institutions et du financement, le domaine de l'évaluation, parce que la prévention, comme le reste, doit s'évaluer, et puis de voir un petit peu les éléments qui peuvent freiner dans le domaine socio-économique. Voilà un petit peu ce que vos invités vont aborder. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Martine Duclos. Vous êtes endocrinologue, physiologiste et responsable du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Et vous êtes présidente de l'ONAPS, l'Observatoire national d'activité physique et de la sédentarité. Et donc, ces 2 mots regroupés, activité physique et sédentarité, ne sont pas du tout une erreur. En face de vous, le professeur William Dabb. Vous êtes professeur émérite du CNAM. On dit bien du CNAM, c'est pas la CNAM, hein, c'est pas la Caisse d'assurance maladie, c'est les arts et métiers. Vous êtes professeur associé à l'Institut catholique de Paris. Et surtout, vous êtes ancien directeur général de la santé. Je dis surtout parce que vous étiez dans le cœur du réacteur. Et donc, ça va être tout à fait intéressant de vous entendre sur ce point. Avec nous également le docteur Bernard Basset. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique et président de l'association Addiction France et également de Addicted. Et nous avons une pensée pour Michel Reynaud. Donc, premier élément, j'allais dire, dans cette discussion, on va commencer par vous, William Dabb. On disait tout à l'heure, et c'était tout à fait surprenant, François Alla disait, en fin de compte, il y a l'argent, mais c'est le logiciel qui ne va pas et c'est la répartition qui n'est pas bonne. Donc, pour vous, quelle serait la feuille de route d'une prévention idéale, d'une organisation de prévention idéale? Là, vous allez être ministre de la Santé bientôt avec ça. Je reviendrai, d'abord merci de votre invitation, je reviendrai tout à l'heure sur le rôle du politique en matière de prévention. Je voudrais juste commencer par donner quand même quelques indications des faits et des données. On parlait de santé au travail. Il y a des cotisations des entreprises, ce qui représente quelques milliards d'euros. Quand on regarde à quoi servent ces cotisations, sur 100 euros de cotisation, 38 vont pour indemniser les accidents du travail. 36 pour indemniser les maladies professionnelles, au premier rang desquelles les troubles musculo-squelettiques. 15 pour indemniser les victimes de l'amiante, un énorme échec de la prévention. 7 pour indemniser les accidents de trajet, domicile-travail. Et donc, il reste 4 euros pour la prévention. Maintenant, quand on regarde les comptes de la santé, chaque fois qu'on dépense 100 euros pour la santé dans notre pays, 97 euros vont aux soins individuels. 3 euros vont à la prévention organisée. Donc, je suis souvent d'accord avec mon collègue François Alla, mais là, je pense qu'on a quand même un problème global de moyens. Mais injecter des milliards supplémentaires pour la prévention maintenant ne serait pas la solution. Parce que le grand problème, et là où ça bloque, c'est une insuffisance de présence sur le terrain. Nous n'avons pas suffisamment de préventeurs sur le terrain. Donc quand bien même on doublerait, quand bien même on se mettrait sur un ratio de type 90-10, 90 pour les soins médicaux, 10 pour la prévention. Certains pays comme la Grande-Bretagne en sont pas loin, le Québec est là. Mais si on n'a pas les préventeurs sur le terrain, on va gaspiller énormément de ressources. Donc la première condition d'une prévention efficace, c'est d'avoir des préventeurs. C'est tout bête à dire, mais on est en important déficit là-dessus. Quand vous dites préventeur, vous entendez les professionnels de santé ou plus? Des préventeurs, je prends l'exemple du CNAM, en santé-travail. Nous avons une médecine du travail dont on a dit les difficultés tout à l'heure.
Mais il n'y a pas que les médecins. Il y a des ergonomes, il y a des psychologues. Moi, depuis 15 ans, j'ai formé des milliers, je dis bien des milliers, d'intervenants en prévention des risques professionnels. Niveau Bac+3. Ils sont sur le terrain, là où le médecin n'est pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils évaluent les expositions aux produits chimiques, aux agents physiques, aux agents biologiques, à la dimension organisationnelle du travail. Ce que les médecins ne sont pas formés à faire. Et ce n'est pas leur... Le médecin, évidemment, s'intéresse à la maladie. Je ne veux pas dire qu'il ne joue pas de rôle en matière de prévention, mais ils ne sont Donc, pas sur le terrain. d'autres acteurs de santé que Il faut, dans les entreprises, des acteurs qui mesurent les expositions. Un niveau Bac+3 est tout à fait suffisant. Par ailleurs, nous formons des ingénieurs en prévention des risques de niveau Bac+5, qui sont des experts, qui sont des référents dans les entreprises. Les entreprises qui s'en sortent bien et les entreprises qui s'en sont bien tirées quand on a levé les confinements, c'est des entreprises qui disposaient de préventeurs sur le terrain, capables de vérifier l'application des mesures barrières, capables de donner des explications aux gens. Et ces entreprises-là s'en sont très bien tirées. Les gens avaient confiance, ils sont revenus au travail. C'est pareil dans tous les domaines, que ce soit l'addiction, mon collègue en parlera, la présence, c'est la présence sur le terrain qui est la première condition d'une politique efficace. La deuxième, et ça en France nous avons énormément de progrès à faire là-dessus, c'est qu'il faut des actions de prévention dont les preuves d'efficacité sont évaluées. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, on dit si la prévention, ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal, c'est faux. La prévention, c'est comme un médicament. Il y a des effets indésirables. Il faut donc s'assurer que les actions de prévention ont un bénéfice supérieur à leurs inconvénients. Et la recherche évaluative en France, dans ce domaine, est insuffisamment développée. On a une recherche épidémiologique qui est très orientée, c'est important évidemment, sur l'identification des facteurs de risque, mais l'épidémiologie des solutions, ce qui nous permet de savoir ce qui marche ou ce qui marche moins bien, est insuffisamment développé. Alors, je ne résiste pas à vous couper, mais je reviens j'ai vers fini. vous, parce que justement, c'est l'objet de Martine Duclos. Si on invitait Martine Duclos, c'est de se dire, voilà, il y a un des acteurs de prévention qui est l'activité physique et sportive, en lutte avec la sédentarité. Est-ce que ce domaine-là est un domaine où William Dab peut être rassuré? C'est-à-dire, est-ce que tous les critères d'évaluation sont en place? Est-ce qu'on peut dire vraiment, faites de l'activité physique, ça sert à quelque chose? Et comment? Alors oui, l'activité physique a été évaluée. En tout cas, on sait, on a depuis 2008 qui a été la première expertise INSERM. Alors il y avait bien sûr des expertises internationales, mais depuis 2008, on a eu une expertise INSERM, puis l'expertise de l'Académie de médecine. Enfin bref, la dernière expertise INSERM, c'est 2020. Et les conclusions de l'expertise INSERM, donc l'objectif, c'est de savoir est-ce que l'activité physique est efficace en prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies. Et la conclusion était claire. Il n'y a plus de preuves à apporter des effets bénéfiques de l'activité physique. C'est efficace en prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies. Et en plus, on connaît les mécanismes par lesquels l'activité physique marche. Et de ce fait, en fait, l'activité physique, c'est vraiment reconnu comme une thérapeutique non médicamenteuse, avec ses doses, ses fréquences, ses contre-indications, ses effets secondaires. Il y a des effets secondaires, il faut les reconnaître. Voilà, donc il n'y a plus aucun doute. En fait, nos problèmes... Juste sur les bénéfices, oui. Les 2-3 mécanismes qui font que c'est bénéfique, comme ça au moins en fait, c'est la multipilule, c'est-à-dire qu'il y a des effets aigus. Si vous faites une session d'exercice, vous avez des effets,
Puis, il y a l'effet de l'entraînement. C'est-à-dire que le fait de répéter l'exercice en lui-même fait d'autres effets. Les effets, c'est métabolique, ça augmente la sensibilité à l'insuline, ça diminue la micro-inflammation, ça augmente les cytokines anti-inflammatoires, ça augmente la neurogénèse dans les zones où ça se développe au niveau du cerveau, ça augmente la masse musculaire. Le muscle produit des hormones. Le tissu adipeux produit des hormones. Vous produisez les bonnes hormones au niveau du tissu adipeux. Vous inhibez les mauvaises hormones qui sont inflammatoires. Et puis, en fait, vous stimulez aussi votre os. Et en fait, il faut bien comprendre que tous les tissus discutent entre eux. Bon, le cerveau, c'est un chef, il coordonne. Mais avant que le cerveau coordonne, vous avez tous vos tissus qui discutent entre eux. C'est valable pour tous les âges ? C'est jamais trop tard ? Ce qui est génial, c'est que maintenant, on sait que même à 80 ans, on bénéficie des effets de l'activité physique. On va même gagner en longévité, alors on n'est pas toujours intéressé pour avoir des années de vie en plus, mais surtout des années de vie en bonne santé. C'est ça qui nous intéresse. C'est qu'on sait qu'avec de l'activité physique, et encore mieux si on y rajoute de la nutrition et un poids qui reste pas en excès, on va gagner des années de vie en bonne santé. Et justement, comme on n'est pas bon du tout en années de vie en bonne santé, eh bien, quand on a ce trépied, eh bien, on gagne des années de vie en bonne santé. Donc, on a prouvé et on a rassuré Mehouya Dav, parce qu'il ne le savait pas, que l'activité physique, ça marche. Mais alors pourquoi tout le monde n'est pas en train de faire de l'activité ? Eh ben voilà, c'est notre problème. On sait que ça marche, pourtant les Français n'en font pas. Alors, en fait, et en plus, le problème, c'est qu'on est, comme c'était dit tout à l'heure, on a un nouveau paradigme qui est lié à notre mode de vie. C'est-à-dire que non seulement on est physiquement inactif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'activité physique, mais en plus on est sédentaire et on confond les deux. C'est-à-dire on passe trop de temps assis. Et en fait, au-delà de à peu près 7 heures assis par jour, alors les Français en moyenne c'est 12 heures assis par jour. Hein. Je parle des adultes, je ne parle même pas des enfants. Martine, je te coupe. Depuis tout à l'heure, Alain et moi, on est debout. Ah oui, ouais, mais alors, debout sans bouger. Debout sans bouger. Tout le temps, ça se voit. Alors si vous gesticulez, ça va, mais si vous ne bougez pas, c'est comme si vous étiez assis. Si on gesticule, c'est pour nous. Voilà. Mais la sédentarité, au-delà de 7 heures, ça augmente les risques de mortalité et de développer des maladies chroniques, même si vous faites les 150 minutes par semaine. Donc je ne veux pas vous déprimer, mais en fait, néanmoins, si vous voulez, on a une double balance. On est physique. En fait, il y a seulement 13% des Français qui sont à la fois physiquement actifs et non sédentaires. Le reste, on ne fait pas assez d'activité physique et on est sédentaire. Donc on a ce paradigme sur lequel on joue. Et le problème, c'est qu'on a des recommandations qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire on reste fixé sur 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Et puis, passer moins de temps assis. Quand vous dites ça à n'importe qui, il va vous dire, vous êtes bien gentil, mais moi, je suis derrière un bureau toute la journée, donc votre histoire de moins de 7 heures par jour, comment je fais ? En plus, j'ai 1 heure de trajet en bus pour rentrer chez moi. Voilà, comment je fais ? Les 30 minutes, j'ai pas le temps, j'ai horreur de faire du modéré, j'ai mal aux genoux. Donc, voilà, donc ça, c'est la théorie. Heureusement, la science, elle a évolué un peu. La science, elle a compris que, pareil, on est dans la personnalisation. C'est-à-dire que maintenant, on a des capteurs. D'abord, nous, on a compris qu'il fallait faire... D'abord, qu'il y a une intensité à laquelle, en fait, on ne s'intéresse pas, on ne s'est pas intéressé, c'est l'activité légère. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que les malades ou les personnes âgées, ce qu'elles font, c'est de l'intensité légère. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc ? Eh bien, en fait, quand vous êtes chez vous, quand vous allez... chercher un verre d'eau, quand vous allez mettre un truc à la poubelle, quand vous allez aux toilettes. Vous n'y allez pas en courant, sauf cas urgent, évidemment. Mais autrement, vous y allez doucement. C'est l'activité de faible intensité. Quand vous allez ranger une assiette, enfin, quand vous gesticulez chez vous, vous faites de la faible intensité. Et parfois, chez les personnes âgées, eh bien, en fait, vous vous rendez compte, ou des personnes malades, elles peuvent passer 4-5 heures à faire de l'intensité légère. Et en fait, quand on mesure cette activité légère avec des capteurs de mouvement, alors pas vos montres connectées qui ne mesurent pas ça, mais en recherche, on se rend compte que 5 heures par jour d'activité d'intensité légère, si vous ne faites que ça, vous diminuez votre mortalité de 30%. Et en fait, on a maintenant on peut être, si on mesure à la fois, en fait, votre mouvement dans la journée, c'est pas que l'activité modérée. Votre temps en mouvement, c'est quoi ? On a 24 heures, on a tous 24 heures, et c'est une somme du sommeil, très important. Donc ça, on n'y touche pas. Il faut avoir un temps minimum entre 5 heures et 7 heures, en moyenne. Et le reste, le mouvement, c'est quoi ? C'est être debout, c'est faire de l'intensité, enfin c'est debout ou assis, c'est faire de l'intensité légère, du modéré et de l'intense. Il faut tenir compte de tout ça. Et en fait, on fait des profils individualisés. Donc, simplement, je vous donne un exemple. Pour diminuer votre mortalité de 30%, soit vous faites moins de 7 heures assis et 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Bon, c'est pas grand monde.
Maintenant, on va prendre le cas de quelqu'un qui déteste le modéré, l'intensité modérée, et qui passe 7 heures assis. Eh bien, OK, je vais lui proposer 3 minutes d'intensité modérée et puis 5 heures d'intensité légère. En fait, il est debout chez lui ou au travail, mais il peut gesticuler. Bah, avec ça, il aura une diminution de la mortalité de 30% par rapport à quelqu'un qui passerait sa journée allongé, assis toute la journée. Puis après, j'ai plutôt quelqu'un qui va passer 9 heures assis. Donc là, 9 heures assis, bah, je vais lui proposer autre chose. Il me dit, je ne veux pas faire du modéré, moi ça ne m'intéresse pas. Bah, je vais lui passer juste 5 minutes de modéré. Il va faire 5 minutes sur un vélo, sur un elliptique, ce qu'il veut. Et puis, je vais lui demander de passer à peu près à 6 heures debout à faire de l'intensité légère. Vous voyez, on va pouvoir tout à fait modérer, moduler les profils en fonction du temps passé assis. Donc le risque augmente en fonction du temps passé assis, de ce qu'il aime faire, de ce qu'il peut faire. Et en fait, on a vraiment une médecine, on peut très bien imaginer une médecine 5P pour l'activité physique, prédictive, préventive, personnalisée, participative, basée sur l'épreuve. Et j'irais même plus loin, puisqu'on parle aussi des malades, dans le cadre d'une médecine de parcours, puisqu'elle s'adapte aux patients, elle s'adapte à ses capacités physiques, puisque l'idée, c'est éventuellement une médecine adaptée. Voilà, c'est une médecine qui est complètement Donc là, adaptée. Martine Duclos nous a donné la recette. Comment la puissance publique peut adapter cela? Est-ce qu'elle a réussi à mettre ça? Et pourquoi ça ne marche pas mieux? Parce qu'on se dit quand même que là, on a les solutions. Vous aviez douté de l'évaluation. Pourquoi est-ce que ça ne va pas mieux? Non, j'ai pas douté de l'évaluation. Et le domaine de l'évaluation des bénéfices et des inconvénients de l'activité physique, c'est un des domaines de prévention, effectivement, les mieux documentés. Alors, non, je vais vous dire quelque chose, mais ne l'interprétez pas mal. Le premier obstacle dans notre pays à la prévention, c'est la durée de vie du ministre. Il y a la demi-vie du ministre. N'y voyez pas de critique vis-à-vis de notre ministre actuel, mais moi, je l'ai bien vécu comme... j'ai eu différents ministres comme patron. Vous changez de ministre, vous changez de politique. Dans une démocratie, ce n'est pas choquant. Dans un ministère, c'est le ministre qui porte la responsabilité politique. C'est le patron. Donc, on ne peut pas critiquer cela. Mais on a un problème quand il s'agit de prévenir les maladies chroniques. Parce que, contrairement aux maladies infectieuses, ces maladies chroniques demandent un investissement durable. Il faut une permanence dans la durée. Si vous changez de ministre et que vous changez de priorité, ce qui, encore une fois, dans une démocratie élective n'est pas choquant, moi je l'ai bien vécu, vous détruisez des programmes avant qu'ils aient eu le temps de monter en charge suffisamment pour produire des résultats, qui entretient une idée que la prévention, ça ne marche pas très bien. Un exemple à votre époque? Alors, un exemple favorable. La prévention du cancer. Le président Chirac avait voulu en faire une priorité de son deuxième quinquennat, et on le voit encore aujourd'hui, un institut du cancer a été créé, d'importants moyens ont été développés. Dans d'autres domaines, Bernard Basset en parlera mieux que moi, sur la réduction des risques pour les consommateurs de drogue, politique en dents de scie. Certains ministres y croient à la prévention, d'autres sont plutôt influencés par des discours sécuritaires. Et donc là, on voit bien qu'on manque d'une continuité et de formation d'intervenants qui ont une feuille de route assez claire. Un autre domaine où ça a bien marché, mais vous voyez, c'est un deuxième chantier présidentiel. C'est évidemment quand le président donne une impulsion, alors le ministre suit. Tout l'appareil d'État suit. La prévention routière, vous avez vu qu'on est passé de 8000 décès à un peu moins de 3000 décès sur les routes, un des grands succès de
de la prévention. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette insuffisance de moyens, cette insuffisance de présence sur le terrain et cette insuffisance de permanence a des traductions concrètes. La mortalité prématurée, la mortalité qui survient avant l'âge de 60 ans en France, est la plus élevée en Europe chez les hommes. Le différentiel d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres dans notre pays est de 17 ans. C'est absolument considérable. 17 ans d'espérance de vie, c'est absolument considérable. Donc, que ce soit la mortalité prématurée ou que ce soit les inégalités, notre déficit, parce que ça, là-dessus, les médecins peuvent difficilement agir. Parce qu'en revanche, vous voyez, en prévention secondaire, on est excellent. Parce que l'espérance de vie à 65 ans, en France, c'est une des meilleures du monde. Mais après 65 ans, si on vit vieux et en relativement bonne santé, alors les médecins, ils sont pour beaucoup parce qu'ils s'occupent de prévention secondaire chez les diabétiques, chez les asthmatiques, chez les hypertendus, chez les cardiaques, etc., etc. Et là, on est réellement excellent. Mais la prévention primaire qui agit avant l'âge de 60 ans, on est très mauvais par rapport à nos pays. Je reviens vers vous et je vais justement, puisque vous m'avez tendu la perche vers Bernard Basset, justement pour voir quels sont les éléments pour lui dans son analyse qui freinent les choses, parce qu'on en a vu certains là, mais j'imagine qu'il y en a encore d'autres. Alors, oui, moi je vais parler des freins généraux, si vous voulez. Alors, je rebondis, il y a eu une question tout à l'heure de la salle en train de dire, qui disait, oui, on nous incite à des bons comportements, mais on a une pression publicitaire de l'environnement, justement, du marketing, de la publicité, pour avoir des comportements défavorables, consommer de l'alcool, consommer du gras, etc. Et c'est vrai que c'est, de manière, dans le contexte, dans l'environnement général, c'est un facteur déterminant. Alors, on a plusieurs exemples là-dessus. La consommation d'alcool, combat permanent entre, évidemment, les acteurs de santé qui soulignent les risques, et puis, évidemment, le secteur économique. Et c'est difficile. C'est difficile parce que les messages de santé, ils peuvent être brutaux. Ils peuvent être brutaux, mais ils sont assis sur la science. Si on prend l'alcool, par exemple, ce qu'on sait, je le dis brutalement, l'alcool est cancérigène. Il est cancérigène dès le premier verre. Est-ce qu'on est prêt à donner cette information qui résulte de la science, d'un consensus mondial? Vous imaginez tout de suite la réaction de l'ensemble du milieu viticole. On en veut au patrimoine, à l'identité française, à notre gastronomie. Et tout. Donc, il y a une contradiction inhérente, je dirais, à la logique économique et à la logique de santé qui se fonde sur la science. Et alors donc, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les intérêts sont divergents. Moi, ce qui m'importe, c'est de donner des messages fiables, sûrs, scientifiques. Ce n'est pas de défendre une industrie. L'industrie... Oh, sur le tabac, on l'a fait. Sur le tabac, on l'a fait. Mais le tabac, c'est un produit totalement décrié. Tout le monde sait que c'est extrêmement dangereux. Et même sur le tabac, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, l'industrie du tabac, William a parlé de réduction des risques, aujourd'hui, l'industrie du tabac se positionne en acteur de réduction des risques. En proposant au public des produits du tabac qu'elle présente comme moins dangereux. Le tabac chauffé, le promeux snus, le tabac chiqué, etc., en disant c'est des produits moins dangereux, donc on se soucie de la santé des gens. Nous aussi, on est des acteurs de santé parce qu'on se soucie de la santé des gens. On voit bien que c'est de la communication biaisée. L'industrie du tabac n'est pas un acteur de santé. Et les messages de santé sur le tabac... Ils ont été nombreux quand même, hein. Il y a eu beaucoup de choses, mais l'industrie du tabac s'adapte.
C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc c'est un vrai cheval de Troie. Elle s'adapte avec des produits marketing et elle s'adapte avec un nouveau message. C'est nous aussi, on est des acteurs de réduction des risques. Donc vous avez le sentiment que dans l'alcool, on n'a pas fait du tout cette même démarche Dans l'alcool, on a même reculé, si vous voulez. On avait une loi visionnaire, exemplaire, qui était la loi E20. On a eu de cesse de la rogner. Alors, elle est toujours robuste quand même. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe plus, mais, ou qu'elle n'est pas efficace, mais elle est constamment attaquée. Constamment attaquée. Il y a 3 ans, on a voulu réintroduire l'alcool dans les stades. Bon, on voit bien que vouloir introduire l'alcool dans les stades, c'est viser la jeunesse qui s'intéresse au sport et qui donc serait incitée à consommer de l'alcool. Sur l'alcool, il y a un certain nombre de produits marketing, des produits alcoolisés et sucrés qui sont destinés à la jeunesse. On mélange de la vodka avec du jus d'orange ou des arômes. On crée, on a fait la même chose avec le vin d'ailleurs, du vin avec du sucre, des produits aromatisés. C'est des produits marketing destinés à la jeunesse. Donc on est dans cet environnement-là où on a une pression du marché qui veut vendre ses produits. Et je pense qu'il y a un enjeu sur l'information. Qui est légitime pour émettre une information en santé ? Eh bien, c'est très clair, c'est les acteurs de santé et eux seuls. Et quand le secteur de l'alcool, le secteur du tabac, le secteur de la nutrition, on a parlé tout à l'heure de nutrition, prétend donner des messages de prévention, je pense qu'ils ne sont pas légitimes. Ils ont un biais d'analyse, forcément. Donc, je pense qu'il faut avoir cette ligne de conduite, c'est-à-dire que les messages de santé doivent être émis par les acteurs de santé et eux seuls, et sûrement pas avec un veto de l'industrie. Qu'en dit le directeur général de la santé ? Sur le lobbying, c'est une activité que je trouve légitime. Que des acteurs économiques défendent leur intérêt ne me choque pas. Moi non plus. Il faut que le jeu soit loyal. C'est-à-dire que les arguments utilisés par les uns et par les autres soient passés au crible des preuves scientifiques disponibles. On le voit bien pour le Nutri-Score, par exemple. Un dispositif qui a fait la preuve scientifique de son efficacité et qui est vigoureusement attaqué. La loi de santé publique de 2004, qui avait été préparée par la Direction générale de la santé, prévoyait un mécanisme ou de débat et de recommandations qui était la conférence nationale de santé, déclinée en conférence régionale de santé. Personnellement, je regrette que ce mécanisme de médiation, en quelque sorte, qui devait être le Parlement de la santé, qui n'a quasiment pas été mobilisé pendant la crise du Covid, qui n'est pas terminée, je le souligne au passage, ne joue pas suffisamment son rôle. Et ça illustre à nouveau ce que je disais tout à l'heure. Vous changez de ministre, vous changez de priorité. Cette conférence nationale de santé a été inscrite dans la loi, mais elle est plus ou moins sollicitée selon que ça va dans le sens de la politique du ministre et du président et du Premier ministre. Et c'est là où que les acteurs socio-économiques défendent leur intérêt, mais écoutez, c'est normal. C'est normal. Dans une démocratie, et comme on sait que les rapports de force sont très déséquilibrés, il nous faut un mécanisme démocratique qui rétablisse l'équité du rapport de force. Et le politique a les moyens de le faire ? Bien sûr, s'il en a la volonté.
on est bien d'accord. Justement, une petite incidente pour Martine, parce qu'on voyait qu'en effet, il y a quand même dans le tabac et dans l'alcool un certain nombre de... Et la nutrition, oui. Et la nutrition. Raison, hein. On va revenir vers vous sur les autres freins. Est-ce qu'en activité physique, on fait assez de choses? Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de campagnes qui ont été faites dans ce domaine, campagnes plutôt négatives pour dire, bon, ne faites pas. Et en activité physique, on est plutôt positif, on dit faites. Est-ce qu'on a assez? Et en fait, l'horizon des Jeux Olympiques 2024, est-ce que c'est pas la bonne occasion? Alors, je vais être positif parce qu'on est parti de rien. Depuis 2016, on a quand même la possibilité pour les médecins de prescrire l'activité physique, c'est le fameux sport sur ordonnance. On a aussi les maisons sport santé, donc là, à la fin de l'année, on sera à 550. Combien? Donc, 550. 550, c'est pas mal. Donc l'idée, ces maisons sport santé, c'est quand même de mailler, déjà d'avoir un maillage territorial des différents acteurs sport santé et d'être vraiment un guichet unique pour l'activité physique santé. Le problème, c'est que la loi existe, mais les médecins ne prescrivent pas. Donc là, il y a eu une enquête Ipsos avec la Fédération française de la gymnastique volontaire qui montre que 67% des médecins n'ont pas prescrit, donc 33% des patients ont eu une prescription. Et pour l'INJEP, qui est le bras armé statistique du ministère des Sports, il y a seulement 11% des Français qui ont eu une prescription d'activité physique. Donc les médecins ne prescrivent pas, et pire que ça, c'est que quand les patients ont une prescription, ils ne font pas l'activité physique. En tout cas, peu le font, et peu souhaitent vraiment avoir une activité physique. Donc le problème, c'est qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la motivation des médecins. Alors le frein principal des médecins, c'est qu'ils ne sont pas formés, et ils ne savent pas non plus où envoyer leurs patients. Donc là, il manque encore de la lisibilité dans le dispositif. Et le deuxième frein chez les patients, c'est la motivation. Donc là, il faut effectivement travailler sur la motivation. Et un frein aussi qui apparaît, c'est le manque de financement de cette activité physique adaptée. Alors après, ça a été évalué aussi, hein. Il y a eu une demande de France Stratégie là, pour évaluer, alors tenez-vous bien quand même, le coût de l'inactivité physique en France a été évalué à 140 milliards d'euros par an. Donc le fait de ne pas pratiquer l'activité physique en tenant compte que uniquement des effets de l'inactivité physique sur la mortalité. 140 milliards d'euros par an, donc c'est 840 euros par an entre 20 et 35 ans, et c'est à peu près 23 000 euros par an à partir de 40 à 74 ans, parce que les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Et nous, on a mesuré aussi le coût de la sédentarité, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc je veux dire, c'est évaluer le coût de l'inactivité physique. Donc il y a des barrières qui sont multiples, qui vont chez les médecins, qui vont chez les patients, qui vont aussi chez les collectivités locales, parce qu'en fait le financement vient surtout des collectivités locales qui financent, qui ne comprennent pas bien le dispositif, qui ont aussi des problèmes de relations avec les médecins. Donc voilà, il manque de structuration, de système, et puis il manque toujours donc l'environnement en fait, et puis la motivation, il faut beaucoup travailler. En fait, on finance plein de choses, mais ça ne sert à rien de financer si les patients ne sont pas motivés. Et la motivation, ça se travaille avec le médecin, c'est-à-dire expliquer aux patients déjà, il faut que le médecin prenne le temps d'expliquer aux patients pourquoi ça marche. Une fois de plus, c'est ce que tu disais, Jean-Michel. Il faut expliquer aux patients, pas lui dire qu'il faut faire. Il faut lui expliquer pourquoi ça marche, que ça va améliorer la pathologie. Et puis, c'est un projet qui doit être co-construit avec le patient. On ne va pas lui dire « faites 30 minutes ». C'est « qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ?» Donc ça se co-construit. Donc voilà, c'est des éléments sur lesquels il va falloir énormément travailler. Et ce n'est pas en donnant 50 € pour s'inscrire à une salle de sport. Si la personne n'est pas motivée ou si le jeune n'est pas motivé, et si la salle de sport ou le club lui propose un truc qui ne l'intéresse pas du tout, faire du vélo ou un machin comme ça ne sert pas à rien. Ça sert à rien. Bernard Basset, on a vu un certain nombre déjà de freins. D'autres freins identifiés ou d'autres interférences, on va dire élégamment. Vous avez raison de parler d'interférences. Moi, je parlerai du sujet des liens d'intérêt. Ce sujet traverse absolument toutes nos réflexions, de manière très actuelle en plus. Hier, il y a eu un colloque organisé par l'Institut national du cancer sur la cigarette électronique, et il y a un chercheur qui a été mis en cause pour ses liens avec l'industrie du tabac. Il n'était pas corrompu, je ne pense pas qu'il était corrompu, mais il avait des liens, il travaillait avec eux de temps en temps. Et je pense qu'on a besoin de clarifier ce sujet. On ne peut pas être au four au moulin, en tout cas sur le champ de la santé et sur le champ de l'industrie, parce qu'on est dans une position
qui nous expose à des biais d'analyse. Et donc, c'est un cheval de bataille du secteur économique. Je suis d'accord avec William, il est normal que les industries défendent leurs intérêts économiques, mais ils ne sont pas là pour parler de santé. Or, à chaque fois, c'est vrai que les industries qui sont défavorables à la santé s'efforcent de créer un paravent scientifique. On l'a vu dans l'alcool, il y avait une fondation pour la recherche en alcoolologie. Elle a mis la clé sous la porte tellement elle était déconsidérée, c'est-à-dire pas crédible. On voit à chaque fois l'industrie utiliser des scientifiques, de bonne foi ou pas, je veux dire, qui s'en font les relais. Et je pense que ces scientifiques se dévoient. Et je déconseillerais maintenant, surtout avec la préoccupation générale sur les liens d'intérêt, je déconseillerais à tous les jeunes chercheurs de s'engager dans des voies aussi incertaines parce qu'ils entachent leur carrière future. Donc, je pense que les conseils scientifiques, les fondations pour la recherche qui sont dépendantes des secteurs économiques, à mon avis, ne sont pas crédibles et leur parole doit être largement questionnée. Elle est instrumentalisée par ces industries défavorables, que ce soit du tabac, de l'alcool, de la nutrition. Et je pense qu'il est important que tout le monde en soit conscient. Jean-Michel Lecerf. Ouais, je pense qu'il y a des tas de choses qui sont intéressantes dans ce qui est dit. On va essayer d'être un petit peu positif. Sur l'alcool, la consommation a heureusement diminué depuis 60-70 ans. Et il reste, vous avez raison d'insister, le problème de l'alcoolisation aiguë des jeunes. Et c'est vraiment un vrai problème. Plus l'alcoolisation chronique, c'est tout à fait essentiel. Et je crois qu'il faut qu'on essaie de focaliser sur les populations à risque. Et puis, vous avez raison, avoir un discours qui est cohérent. Sur les liens d'intérêt, je suis un peu partagé parce qu'on nous incite à travailler avec l'industrie. Et il faut que les industriels aient aussi recours à des gens qui sont compétents, plutôt que d'avoir recours à des gens qui sont incompétents. Mais il faut qu'on soit effectivement très prudent sur la façon dont on pourrait être utilisé. Mais moi, ce que je remarque, c'est que on ne peut pas mettre toutes les industries agroalimentaires dans le même sac. Il y en a certaines qui, effectivement, ont des produits qu'ils vont essayer de cautionner, mais il y a aussi beaucoup d'industriels qui essayent de faire des efforts, d'améliorer leurs produits, leur consommation, leur communication, pardon. Et je pense que tout le monde n'est pas forcément à mettre sous le même enseigne. Mais bon, la question des liens d'intérêt est complexe. Et puis, sur l'activité physique, je serais aussi quand même relativement positif. Il me semble que les Français augmentent leur activité physique. Par contre, ils n'augmentent pas, ils augmentent leur sédentarité. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Et c'est là où on revoit à nouveau la question de l'environnement, des conditions. Parce que pourquoi est-ce qu'on va être sédentaire? Pourquoi est-ce qu'on va pas faire d'activité physique? Mais parce qu'on n'a pas l'environnement adéquat. Il n'y a pas les espaces verts, il n'y a pas les pistes cyclables, il n'y a pas tout ça. Alors, il y a une prise de conscience quand même. Ça avance, ça va mieux. Mais il faut vraiment voir les choses de cette façon, parce que on le voit bien, si on passe notre temps à reprocher aux gens de ne pas faire d'activité physique sans leur donner un peu les moyens, les outils, il y a un environnement. Et je pense que c'est un des discours, c'est un des éléments qu'on peut retenir dans ce qu'on a dit. William Dab, par rapport aux solutions, qu'est-ce qu'un directeur général de la santé voudrait proposer? Et pour l'illustrer, peut-être dans votre période de DGS, quel est votre plus grand succès et votre plus grand échec? Oh, des succès. Oh, il n'y en a pas eu beaucoup. Si, non. Non. D'avoir convaincu et préparé une loi de santé publique qui a été promulguée en 2004, celle d'avant datait de 1902. Il y avait de la marge. L'échec, c'est de ne pas avoir su convaincre de créer un corps de praticiens de santé publique. J'avais dans l'idée
que de la même manière qu'on a les praticiens hospitaliers qui structurent la vie de l'hôpital. Nous devrions avoir des praticiens de santé publique sur le terrain, notamment pour les activités de prévention. Ces praticiens n'étaient pas forcément des médecins. Ils pouvaient être dentistes, ils pouvaient être pharmaciens, ils pouvaient être vétérinaires. Et à l'intérieur de ce corps de praticiens de santé publique, on pouvait avoir différents niveaux. Un niveau d'expertise, le médecin, Bac+12. Un niveau de cadre, niveau Bac+5. Et une armée d'intervenants sur le terrain de niveau Bac+3. On est parfaitement capable d'organiser les carrières. Un des grands avantages, c'est que si je prends les médecins, on est tous d'accord que la prévention n'est pas que médicale, mais le médecin est le leader de la santé, c'est incontournable. Nous avons deux grands territoires de prévention, l'école et l'entreprise, ça a été dit. Les deux sont en déshérence. L'école plus que l'entreprise, parce que l'accord national interprofessionnel de 2020, ça a été souligné tout à l'heure, a marqué vraiment une avancée dont on voit les conséquences sur le terrain actuellement. En revanche, la médecine scolaire est dans un état de délabrement total, de nombreux rapports, le dernier au Comité économique, social et environnemental. Et c'est irréversible. Vous êtes médecin Bac+12, vous n'allez pas aller faire de l'examen systématique de gamins dans les écoles, on peut pas s'y prendre comme ça. Mais si vous êtes praticien de santé publique, que vous passez 3 ans pour structurer des programmes de prévention en milieu scolaire, que vous allez quelques années dans une entreprise pour l'aider à développer ses actions de prévention, puis vous allez dans une agence régionale de santé, éventuellement vous passez au ministère, vous allez dans des fondations. Cette mobilité professionnelle, qui est le gage de l'attractivité du métier de préventeur, est impossible actuellement. Vous êtes médecin du travail, vous n'irez pas dans les écoles. Vous êtes médecin scolaire, vous n'irez pas dans l'entreprise. Décloisonnons. Or, pour décloisonner ça, il faut offrir un statut, la parité avec le statut de praticien hospitalier, qui me semble assez correct sur le plan de la reconnaissance et de la rémunération. Je n'ai pas réussi à convaincre de créer ça, c'est mon grand regret. La feuille de route a été rappelée. Éventuellement une question dans la salle avant que nous... Voilà, on va vous apporter le micro. Avant que nous terminions, parce que cette matinée a été particulièrement riche et que nous arriverons bientôt à la conclusion de Jean-Michel Le Cerchat. Bonjour, Edouard Sac. Je suis un ancien professionnel de santé. Pendant 30 ans, j'ai fait évoluer les pratiques de management dans les entreprises. Je voudrais donner un témoignage entre M. Dab et Mme Duclos pour être dans du qualitatif. Les seniors de plus de 50 ans au travail, quand ils sont peu qualifiés, sont un peu oubliés des plans de formation, des augmentations, des évolutions de carrière. Et dans l'usine d'Airbus à Saint-Nazaire, on a pu en accompagner 300 grâce à l'investissement du DRH, du directeur de l'usine et des 3 médecins du travail qui sont venus faire le programme de 5 jours de ressourcement des seniors et les 7 infirmières du travail aussi. Ce qui fait que ça s'est inscrit dans la continuité d'un changement, d'une évolution dans l'usine, parce que c'est un projet global. C'est là que je rejoins le projet, la perspective de M. Dab sur la présence et le rôle des préventeurs. Quand, avec ma collègue qui est à côté de moi, on a fait la même chose pour l'usine de Toulouse, eh bien, ça n'a pas été repris par l'encadrement. On n'a jamais vu le médecin du travail, on n'a jamais vu le DRH. Les gens sont venus faire leur stage, mais ils sont retombés dans un système où ils étaient oubliés, où personne ne s'occupe d'eux. Et donc, quand j'ai rencontré tous les médecins du travail et les préventeurs d'Airbus France, qui s'occupent de 20 000 salariés, il y avait le témoignage du médecin du travail de Saint-Nazaire, mais les autres ne comprenaient pas ce qu'était l'éducation à la santé et le développement
du capital santé, où on peut augmenter son capital santé. Quand je suis en 2017 avec les 50 professeurs de médecine qui ont créé la politique de santé dans le groupe Santé en Marche et que je leur parle d'éducation à la santé pour augmenter sa résilience, sa capacité de résister et d'être en meilleure santé, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils n'y connaissent rien. Et les médecins du travail non plus. Ils n'ont pas de portée pour être écoutés par les directions d'entreprise. Ils signalent les cas individuels. Ils ne peuvent pas signaler, n'ont pas assez d'influence pour signaler la toxicité des organisations. Et un petit mot pour Madame Duclos. Les professeurs d'éducation physique, même les APA, ne sont pas formés à la relaxation, la respiration, les étirements. Et dans les salles pour les enfants, on ne leur apprend pas à se détendre, à éprouver leur corps et leur ressenti. Et ils n'ont aucune éducation à la proprioceptivité, à la sensorialité. Bien entendu votre qualitativement, comment on avance sur ces programmes? Voilà. On va faire un petit tour de table terminé parce qu'on dépasse les horaires déjà largement. Désolé, madame, je ne pourrais pas vous passer la parole. On va faire un petit tour de table rapide comme on l'a fait. En 15 secondes, encore une fois, la mesure à prendre pour que la prévention puisse progresser. Monsieur Basset, on commence par vous. Alors moi, je dirais un principe. Elle doit être sous la responsabilité des acteurs de santé. Et je pense qu'il y a une action sur l'environnement à avoir, en particulier sur la publicité, sur l'encadrement du marketing. Martine Duclos. Même chose, un environnement favorable, des écoles actives, des universités actives, des entreprises actives et des EHPAD ou autres établissements pour les personnes âgées actives aussi. On va vous envoyer Bercy. William Dab, le mot de la fin. Permettez-moi juste quelques secondes d'une remarque. Je trouve que en santé au travail, les grands groupes sont en train de progresser de façon notable. Ce sont eux qui renvoient d'ailleurs leurs professionnels se former au CNAM et ailleurs. On a entendu la Poste tout à l'heure. Je travaille avec les médecins du travail de la Poste. Si on veut, ils ont une réelle influence, ils ont une réelle conscience sociale. Le vrai problème, ce sont les PME et les TPE, c'est-à-dire quand même 98% des entreprises du pays. Ces toutes petites entreprises ou ces moyennes entreprises ne peuvent pas recruter des préventeurs. Donc, première mesure, remonter au niveau de la branche professionnelle et former au niveau des branches des référents de prévention qui vont aider les petites entreprises à développer leur analyse de risque et les programmes de prévention qui vont avec. Et deuxièmement, pour répondre à votre question, ma marotte, il nous faut une armée de préventeurs. Non, mais parce que sinon, il ne se passera rien. Je veux dire, au plan scientifique, on sait ce qu'il faut faire dans beaucoup de domaines. Si vous n'avez pas la prévention, c'est une bataille qui ne se gagne pas dans les couloirs du ministère. C'est une bataille qui se gagne ou qui se perd sur le terrain. Madame, Monsieur, merci beaucoup. On arrive au terme, donc dernière petite session où on va voir la synthèse, puisque vous savez que la tradition sur ce colloque, c'est que Jean-Michel Le Cerf nous passe par des 5 points importants à retenir, et puis on lui laissera bien sûr clôturer cette session, cette matinée. À tout de suite.